Bonsoir à tous et bienvenue au journal de l'après-midi et toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. Tout de suite, le sommaire. On célèbre ce jour la journée mondiale du cœur, un organe important dont il faut savoir prendre soin pour éviter les maladies cardiovasculaires. On verra dans cette édition la place de l'exercice physique dans la bonne santé du cœur. La question des vacataires dans les établissements secondaires techniques et professionnels sera très bientôt au cœur d'un séminaire. Des explications sur l'opportunité d'une telle rencontre dans quelques instants. Et puis, l'Observatoire des fonctions publiques africaines renforce les capacités de ses points focaux. Les pays membres se sont retrouvés à Cotonou pour une formation de 3 jours. À nouveau, bonsoir. Aujourd'hui, 29 septembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du cœur. Quelle est l'importance de l'exercice physique dans la prévention des maladies liées à cet organe très important? Quels sont les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux? Élément de réponse à travers cet élément signé Michel Dako. El Hadj Achirou Razaki, la cinquantaine est cardiaque. Depuis 2011, et sur recommandation de son cardiologue, ce commerçant s'adonne quotidiennement à l'exercice physique pour entretenir son cœur. Dans le monde, les maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux font plus de 17 millions de victimes chaque année. Des chiffres qui donnent le vertige et qui amènent à retenir une journée chaque année pour sensibiliser les populations. La plupart des facteurs qui favorisent ces décès et ces maladies cardiovasculaires, ces facteurs-là découlent souvent du mode de vie, notamment la consommation de tabac, l'alimentation très riche en sel, huile et sucre, la consommation d'alcool et l'absence d'activité physique régulière. L'exercice physique, une pratique importante et très bénéfique pour le précieux muscle qu'est le cœur. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'organisation annuelle de la marche dite du cœur par plusieurs associations. La marche représente une activité physique simple, moins contraignante et très bénéfique au système, à la santé du système cardiovasculaire. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est le médicament. Le sport, c'est la vie. Quand on fait le sport régulièrement, ça veut dire qu'on prolonge les jours de vivre de cette terre. Le thème retenu cette année est « Énergiser votre vie ». Une manière de faire de chacun l'avocat défenseur du cœur dans son foyer. Voilà, c'est un document signé Michel Dako. La dernière semaine, vous le savez, du mois de septembre de chaque année est consacrée aux personnes handicapées auditives. Au Bénin, la célébration de la journée mondiale des sourds, prévue pour ce 28 septembre, est officiellement reportée au 3 décembre prochain. Ce changement de calendrier, il faut dire, n'a pas empêché notre rédaction de faire une incursion dans des milieux de travail des sourds à Cotonou. Robert Adé. Le sourd peut tout faire sauf entendre. Notre guide nous amène dans un atelier de couture au quartier Agla. Le client ne comprend pas sa langue, la langue des signes, mais ils essaient quand même de se comprendre avec des signes ordinaires. Ou ils essaient d'écrire et le client lit, ils échangent alors par écrit. Beaucoup viennent et lui commandent des choses. D'autres curieux aussi viennent pour savoir est-ce qu'il peut effectivement faire le travail. À côté, une revendeuse occasionnelle. La cantinière de ce centre, créée pour la promotion des initiatives des sourds du Bénin, s'est interdite de mendier dans la rue. Je ne peux pas mendier. Les handicapés peuvent bouger aussi. Ce n'est pas seulement d'aller mendier. Je suis maman internat des enfants sourds. Les enfants qui dorment ici, c'est moi qui charge pour suivre tous les enfants. Après, quand les enfants sont partis en vacances, c'est pourquoi je profite de faire ce que je peux faire pour avoir paix quotidienne. Ce centre
est construit depuis 11 ans par des handicapés auditifs sur fonds propres et grâce à des financements extérieurs. Selon ce responsable, il n'a jamais bénéficié d'une subvention de l'État béninois. Ça fait des années que nous frappons à la porte. Et nous arrivons de recevoir des promesses. Des promesses. Mais on ne fait jamais rien de concret. On se débrouille comme on peut. À Zongo Erouzou, un autre quartier de Cotonou, cet artiste peintre, lui aussi malentendant, s'est aménagé un petit atelier, une baraque. Dans mon enfance, j'ai commencé depuis 5 ans. Après avoir fini la formation, comme j'entends bien enfant au début, après j'étais malade par la méningite. Après cela, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Je me suis arrêté. J'ai pensé pour mon avenir, comme je suis peintre, j'ai décidé de faire la formation. Après, j'ai commencé par imaginer moi-même pour faire les dessins, la décoration. Et pour que je fasse cela, pour que demain, je peux gagner ma fille. Les sourds n'ont que leurs yeux pour entendre. Mais il leur arrive parfois de chanter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ben voilà, c'est un reportage signé Robert Adé. Et on parle à présent de la rage et vous le savez, c'est une maladie grave qui peut être évitée grâce à la prévention. Et à l'occasion de la journée mondiale contre la rage célébrée donc le 28 septembre, les acteurs appellent à vacciner les animaux vecteurs de la maladie. La rage tue, éduquer, vacciner et éliminer, c'est le thème qui retient toutes les attentions cette année. Héloïse Ruinato. Ces animaux de compagnie sont des fois nos sources de malheur. Au nombre de ces maladies qu'ils colportent, il y a la rage. Nos animaux de compagnie mordent la personne, ou bien la griffe, ou bien éventuellement lèchent une plaie qui existait chez l'homme. C'est dans ces 3 conditions que l'animal qui est enragé inocule le virus de la rage à l'homme. Mais quels sont les animaux domestiques incriminés? Chiens, chats et singes. La rage, une maladie infectieuse d'origine virale, presque toujours mortelle, une fois que les symptômes cliniques apparaissent. Il y a 2 sortes de manifestations. Il y a la manifestation furieuse. Les signes pathognomoniques, les signes significatifs en fait de cette rage, c'est quand par exemple l'homme se met à baver. Il y a une hypersalivation. Ou bien il se met à aboyer. Et quand ça atteint le bulbe est le centre de la respiration. Et une fois que les mouvements atteignent le bulbe, cela a un impact sur la respiration de l'individu. Cette respiration qui diminue, qui n'envoie plus suffisamment d'oxygène à l'homme. Et progressivement, cette respiration s'arrête et le cœur ensuite également s'arrête. Et cela signe en fait la mort. Une maladie exceptionnelle dont le seul traitement est exclusivement préventif, selon les spécialistes. Le vaccin va permettre aux chiens d'élaborer des anticorps qui permettent donc de lutter contre le virus, si éventuellement ce virus venait à lui être inoculé par un autre chien enragé. À défaut de s'en débarrasser, il faut prendre soin de leur santé. Certains sont conscients du danger et font le geste recommandé. On avait le vaccin contre la rage. C'est un chat. Quelle race? Je fais le vaccin de l'animal 1 fois par an. Et là, apparemment, il est temps de le faire. Il faut de temps en temps les laver, leur faire un brossage pour les poils. Et puis il faut qu'ils aient un bon suivi vétérinaire aussi. Ici, chez le vétérinaire, la consultation démarre par l'inspection de l'animal. Nous, on prend déjà la température, on regarde aussi la respiration. Sa température est à 38. Donc après la température, on vérifie la respiration. La respiration aussi à voir, c'est normal. Et c'est après ça qu'on commence la vaccination. Après la vaccination, il faut coller la vignette du vaccin utilisé dans le carnet. C'est ça qui montre réellement que l'animal a été vacciné. Les vaccins sûrs et efficaces pour l'homme et l'animal font partie des outils importants pour éliminer les décès humains dus à la rage.
Pour l'instant, le Bénin ne dispose pas de statistiques, mais la sensibilisation demeure le principal facteur du succès. La rage tue. Éduquer, vacciner et éliminer. Dans la suite de cette édition, sachez que le Bénin a lancé son processus d'élaboration et de validation du rapport sur l'état de sa stratégie nationale en cybersanté à grand propos. Venus de divers horizons, les participants à ce lancement vont, durant 3 jours, apporter leur expertise dans le domaine. C'est un reportage signé Henri Fachina et Évariste Zomaro. Le musicien ivoirien Alpha Blondy l'a chanté et le gouvernement béninois l'a si bien compris. Voilà pourquoi il entame la transformation de son système sanitaire en y intégrant le cybersanté. C'est actuellement la marque de l'évolution soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Cybersanté, une expression complexe, peut-être un peu barbare. Alors je voudrais ici ne retenir que les possibilités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication pour le développement d'un système d'information sanitaire. Le ministre béninois de la Santé reconnaît l'enjeu vu l'impact qu'aura le cybersanté sur la vie des citoyens béninois. Le gouvernement a bien fait de vite comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le monde avance. Et nous sommes obligés d'avancer avec le monde. Le Bénin ne doit pas être à la traîne. L'une des chevilles ouvrières de la réussite de cette élaboration est l'APSUCEP, l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste. Avec le développement rapide, l'expansion rapide de certaines épidémies comme l'épidémie d'Ebola dans 3 pays d'Afrique, le monde entier s'est rendu compte du rôle important que les technologies de l'information et de la communication doivent jouer. Rien ne peut valoir une expérience, une expertise, celle de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta est édifiante. Depuis déjà bientôt 8-10 ans, nous pratiquons un peu la télémédecine au point que beaucoup d'interprétations de scanners, par exemple, d'électroencéphalogrammes. Mieux se porter au Bénin, c'est une volonté, c'est un investissement. Et c'est ce que le gouvernement béninois a compris. Créé en 1991, l'Observatoire des fonctions publiques africaines n'a pas encore réussi le pari de rendre plus performantes les administrations africaines. À ce titre, une formation est initiée du 28 au 30 septembre à l'endroit des points focaux des pays membres. La cérémonie d'ouverture donc a eu lieu au siège de l'institution à Cotonou, Dieudonné Abimbola. Répondre efficacement aux besoins nouveaux des usagers, c'est le motif de ces séminaires qui a réuni les 23 points focaux des pays membres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Les administrations africaines peinent encore à satisfaire les attentes des concitoyens et à jouer convenablement leur rôle de moteur du développement. Nous voulons pour preuve les plaintes récurrentes de nos concitoyens au sujet de la qualité médiocre des prestations fournies par nos services publics. Sans nul doute, le modèle utilisé jusqu'ici a atteint ses limites et se révèle aujourd'hui en déphasage avec nos réalités nationales. Il n'est un secret pour personne que l'administration publique est caractérisée aujourd'hui par la lenteur, les retards, le déclin du pouvoir hiérarchique. La présente formation des points focaux est l'expression de l'engagement des plus hauts responsables de l'OFPA à trouver des solutions idoines aux difficultés vécues par les administrations et fonctions publiques. Le présent séminaire de formation nous donne l'opportunité de bâtir nos convictions qu'il n'y a pas de héros solitaires en matière de développement communautaire. Il faut donc unir nos efforts autour des idées fortes et des stratégies idoines afin de réussir à provoquer dans nos administrations respectives des mutations heureuses et favorables au développement.
Placé sous le thème « Contribution des points focaux dans la conduite efficace des processus de modernisation des administrations et fonctions publiques des États membres », ce séminaire prendra fin le 30 septembre 2016. Et puis la direction de la radiodiffusion du Bénin a un nouveau directeur, son nom Koundé Ogoutina. Il succède ainsi à Pascaline Anani pour conduire les activités de ce service d'information. La cérémonie officielle de passation de charge a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi au sein de cette structure. Image et son. Elle est arrivée au terme de son mandat. Après 3 ans à la tête de la direction de la radio nationale, Pascaline Anani cède son fauteuil à Koundé Ogouchina. Un séjour marqué par plusieurs réalisations. Nous avons vu naître la radio Bénin à l'Afia, une innovation qui contribue sans doute au développement des communautés et du Bénin. Pendant votre mandat, vous avez travaillé pour la réinstallation de Atlantique FM dans les locaux de la nouvelle maison. Vous avez institué le staff meeting hebdomadaire, une rencontre d'échange entre les divers responsables sous votre tutelle. Des décisions qui ont favorisé le rapprochement des structures, des agents et renforcé l'amitié et la solidarité au sein de notre entité. Participer activement à la mise en route de projets de régionalisation de nos antennes, mais aussi à la poursuite de l'installation de ces antennes. Ce projet est aujourd'hui pour l'ORTB un défi stratégique qui doit être poursuivi. L'ancien rédacteur en chef de la radio régionale de Parakou se dit déjà conscient de la tâche qui l'attend. Avec les conseils avisés de votre part, le rayonnement de nos 3 chaînes, Radio Bénin à l'Afia et Atlantique FM, sera encore plus grand. Je me félicite d'avoir à travailler dans les heures qui vont suivre avec un personnel dévoué, engagé à la tâche. Je me réjouis par ailleurs de travailler aux côtés du directeur général, Georges Amelon, avec qui il y a une parfaite convergence d'idées sur les défis majeurs qui nous attendent. Il s'agit dans l'immédiat d'atteindre une mise en œuvre optimale des nouvelles grilles des programmes en alliant régularité et qualité des prestations. Il s'agit aussi d'organiser avec succès les activités de fin d'année, Noël des enfants, qui est à sa 60e édition cette année, les succès de la musique béninoise, la tribune du savoir. Il s'agit plus généralement d'être davantage plus proche de nos auditeurs en étant des alliés des concitoyens de l'intérieur. Le directeur général de l'Office de radiodiffusion et de la télévision nationale se dit fier de la directrice sortante. Il attire l'attention du nouveau directeur sur les nouvelles responsabilités. Madame Pascaline Awiliwa Anani, j'ai eu du plaisir à travailler à vos côtés. J'ai eu du plaisir à recevoir vos rapports et à être orienté de façon précise quant à la prise de décision. Et voilà pourquoi je suis heureux que vous confirmiez que vous ne partez pas à la retraite, mais que vous serez encore un moment avec nous. Parce que j'ai la ferme intention de vous aider à continuer à servir notre maison commune. Et voilà pourquoi, monsieur Ogouchina Koundé, vous avez quelques défis à relever. C'est de faire encore mieux que ce que votre prédécessrice vous a laissé, mais c'est aussi d'aller plus loin. Simplement parce que pour le moment, nous avons 3 chaînes de radio, nous avons 5 antennes régionales, mais l'ambition, c'est d'en avoir 12 dans le cadre de la départementalisation. Alors sachez-le, le travail commence aujourd'hui. Mais j'ai entière confiance en vous. J'ai vu ce que vous avez fait du service information de notre télévision nationale. La direction de la radiodiffusion nationale prend ainsi un nouveau dynamisme avec l'ancien rédacteur en chef de la télévision nationale du Bénin.
Voilà, félicitations et du courage à Augustina Koundé, le tout nouveau directeur de la radiodiffusion du Bénin qui est entré officiellement en fonction hier. Et on poursuit cette édition et je le disais dans les titres, bientôt un séminaire sur les vacations dans les établissements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Pourquoi un tel séminaire et qu'est-ce que l'État pourrait en tirer? Écoutons Yves Danyivo, secrétaire général du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Il est au micro de Mesme Adisso et Daniel Ada. C'est un domaine mal géré. Imaginez, en 2006, nous étions à 3 milliards consacrés au paiement des heures de vacation. L'année dernière, nous étions à 15 milliards. Donc, c'est une augmentation exponentielle. Il s'agit de gérer mieux ce sujet. Il s'agit pour les directeurs, qui sont les premiers responsables pédagogiques, de prendre quelques heures en consacrant au moins 8 heures de leur temps, 6 à 8 heures de leur temps, à des classes qu'ils prendront eux-mêmes, ainsi que les censeurs, pour qu'ils s'investissent davantage dans l'action pédagogique et que ces heures économisées soient autant de milliards dont l'État est préservé par rapport aux heures de vacation et qui pourront permettre de les réinvestir pour la construction des classes, pour l'équipement de lycées, pour la logistique, l'achat de voitures et autres. Les besoins en personnel enseignant sont immenses. Déjà en 2015, 3500 environ professeurs devaient être recrutés. L'État n'a pas pu. Mais dès cette rentrée, dès les prochains jours, des concours seront organisés pour recruter 3500 professeurs environ. Et ce plan de recrutement va porter sur 3 ans d'affilée. Et retenez maintenant que pour la 7e année consécutive, l'ONG Bouge a volé au secours des orphelins et enfants vulnérables. Pour la rentrée 2016-2017, elle a offert des fournitures scolaires aux enfants de l'Atlantique et du littoral. C'était dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. Reportage Serge Ayaka et Brice Chibozo. Roberto a des raisons d'être heureux. En se rendant à la mairie d'Abomey-Calavi ce matin, il ne rêve que d'une chose. Je suis ici ce matin pour prendre mes fournitures scolaires. J'ai une moyenne de 13,15 pour passer en 4e. Roberto fait partie des 147 orphelins et enfants vulnérables du département de l'Atlantique à bénéficier du soutien de l'ONG Bouge. Le directeur exécutif de l'ONG, très tôt orphelin de père lui-même, sait ce que signifie souffrir. Être orphelin, dit-il, ne doit pas être une fatalité. Le don qu'on vous fait aujourd'hui, ce n'est pas de la pitié, non. C'est juste que vous en avez besoin pour extérioriser vos talents et dire non, à jamais non, que être orphelin n'est pas une fatalité. En rencontrant Irma, fondatrice et présidente de l'ONG Bouge, ils ont fait ensemble le vœu d'améliorer sans condescendance la situation d'autres enfants orphelins. Cette année encore, la présidente a répété aux enfants sa seule recommandation. Je vous prie beaucoup de travailler et de continuer à travailler. Ça, ce que vous faites ça pour vous et pas pour vos professeurs. Très touché par l'initiative, le maire de la commune d'Abomey-Calavi a promis de soutenir sans relâche l'ONG Bouge. Vous aurez des gens sur votre chemin pour vous permettre, pour vous donner un avenir. C'est à vous d'accueillir l'opportunité. Nous avons besoin de bras valides pour exploiter les terres que nous avons. Il ne s'agit pas de les donner, mais il s'agit de les valoriser. En découvrant ces fournitures, Roberto fait promesse de bien travailler. Les bics, les TP, les couvertures, tout et tout, les calculatrices. Kaki, ça c'est Kaki. Et je remercie l'ONG Bouge. Je promets que je travaille cette année et l'année prochaine, mon bébé ce sera au Koukao. Au total, 310 enfants de l'Ouémé Plateau, du Borgou à Libori et de l'Atlantique littoral vont mieux effectuer la rentrée scolaire 2016-2017 grâce à l'ONG Bouge.
De son côté, l'ONG CED, Solidarité, Éducation et Développement vient de mettre sur le marché sa 11e promotion d'apprenants. La cérémonie de remise de diplômes et d'attestation a eu lieu ce week-end dans la salle de conférence de la mairie de Parakou. Plus de précisions avec Alexis Kenom et Fallon Kisezounon. Ils sont au total 150 apprenants composant cette 11e promotion. 6 mois de formation pour certains, 1 an pour d'autres et au bout du tunnel, ces attestations et diplômes obtenus dans divers domaines. Il s'agit entre autres des filières de la technologie de l'information et de la communication, du secrétariat bureautique, des délégués médicaux et bien d'autres. Monsieur le directeur, nous vous remercions ainsi que nos parents et alliés d'être venus aussi nombreux présents pour nous soutenir. En effet, vous avez mis des moyens de toutes sortes dans notre formation pour forger notre avenir. Nous vous demandons d'être heureux avec nous. Pour le directeur général de CED ONG, la sortie de cette 11e promotion est la preuve de l'excellence que cultive chaque année l'ONG. Ces jeunes gens ont suivi avec assiduité leur formation à CED ONG. Formations qui ont connu chacune son aboutissement heureux, grâce à la conjugation des efforts des uns et des autres. Permettez-moi de vous rappeler que de l'année académique 2004-2005 à celle de 2015-2016, notre organisation s'est déployée à délivrer ces différentes formations tout en cherchant à faire bien, très bien. Créée en 2005, CED ONG est une organisation non gouvernementale qui forme des jeunes dans plusieurs domaines, notamment celui de la technologie. Dernier élément de cette édition, le gouverneur du district 403A2 de Lions Club International était en visite à Parakou. Vitaliano Gobo a travaillé avec les clubs relevant de son ressort territorial, occasion pour lui d'évaluer le chemin parcouru et de planifier les activités marquant le centenaire de l'association. Voyez donc le reportage de Alessis Assoba et Sani Moumouni Seibo. Vitaliano Gobo accueilli en pompe à Parakou. Le Lions Club a 100 ans. Le président du district multiple à 403A2 est là pour échanger avec ses amis lions sur les 4 thématiques marquant l'événement. La lutte contre la cécité, la lutte contre la faim, c'est-à-dire assurer un repas pour ceux qui en ont besoin. La jeunesse est un axe important et quand on parle de jeunesse, on parle également d'enfants en difficulté, à les aider à se réinsérer, disons, dans la société et l'environnement. Autre enjeu de cette visite, repréciser l'identité et la mission du Lions Club et l'ouvrir à de nouveaux adhérents. 48 heures d'échange entre différents clubs du district, au cœur des débats des comités consultatifs du gouverneur pour les zones 353 et 354, des entraves au bon fonctionnement des clubs du Septentrion. Nous n'avons rien de sectaire. Au cours de nos échanges, chaque club va exposer ce qu'il a pu faire, quel a été son apport financier, quelles sont les activités qu'ils ont pu mener au cours des 3 premiers mois. Audiences et travaux en plénière avec les participants ont permis d'envisager des stratégies et actions à même d'impacter les communautés à la base. Ils ont de beaux projets, de belles œuvres sociales. Je pense qu'avec ma visite et avec certaines situations qu'on a vues ensemble, avec les encouragements, j'espère qu'ils iront vraiment au bout des projets, disons, qu'ils ont prévus. Mais nous avons des mécanismes au niveau de l'association. Il y a des programmes, justement, qui leur permettent donc de devenir des excellents clubs. Et ils sont aidés par des animateurs qui sont formés justement pour les aider, pour les accompagner. La visite du gouverneur du district 403A2 multiple a donné l'occasion aux membres de revivre le slogan si cher au Lions Club International, la force de l'amitié pour servir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.